de nous rejoindre sur notre aventure sur la santé. Je suis accompagnée de Dr Boutrin aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci Indy, bonjour. Bonjour, donc tu vas parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil respiratoire. Donc, ça inclut les poumons et puis un petit peu aussi ce qui se passe au niveau des cellules par rapport à l'échange de gaz comme l'oxygène et le dioxyde de carbone. D'accord. Je veux particulièrement remercier tous ceux qui nous regardent de nous accompagner pendant cette aventure. Nous découvrons énormément de choses et c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, j'ai une question. Quelle est la fonction du système respiratoire? Alors, le système respiratoire, la fonction principale, c'est de prendre l'oxygène qui est dans l'air, dans l'atmosphère, et aussi de se débarrasser du dioxyde de carbone. Parce qu'on sait que l'oxygène est très important pour les cellules. Pour pouvoir produire de l'énergie, les cellules dans le corps, on a besoin d'oxygène. Donc c'est la réaction de base. Donc, ce que le système respiratoire fait, c'est agencer ces mouvements de prendre l'oxygène et de se débarrasser du dioxyde de carbone parce que le dioxyde de carbone, c'est pas bon pour le corps. Non, effectivement. Voilà. Donc, on ne veut pas garder. C'est comme si on garde le dioxyde de carbone, c'est comme si on fait la cuisine pendant plusieurs jours et puis on ne met jamais la poubelle dehors. Voilà. Donc, tous les déchets restent dans la cuisine et ça c'est pas bon. Ça crée un désastre. Ah, voilà. Voilà. Donc, c'est un système qui est très important. Donc, si je peux aller un petit peu dans plus de détails, bon, il y a... alors, quand on respire, par exemple, on respire par la bouche ou le nez, voilà. Donc, l'air rentre et après, l'air descend dans la gorge et puis après, il va dans la trachée. Après ça, il y aura des bronches qui vont dans chaque poumon. On a deux poumons, à droite et à gauche. Donc, et puis bon, à la fin, les bronches se divisent. Il y a beaucoup de ramifications jusqu'à ce qu'on ait, c'est comme un petit, imagine qu'on ait comme une grappe de raisin. Une grappe, d'accord. Une grappe de raisin, mais à la place de, tu sais, dans les raisins, il y a du jus, il y a enfin, c'est bon, c'est sucré. Oui. Mais dans les poumons, la grappe de raisin, imagine que les raisins sont vides, mais que l'air rentre dans chaque raisin et donc chaque raisin est rempli d'air. Et puis aussi, imagine que chaque raisin est couvert d'un réseau vraiment très complexe et vraiment, comme on dit, bien achalandé de capillaires sanguins. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un raisin qui est rempli d'air et puis il est couvert de petits vaisseaux sanguins qui sont vraiment très fins. Donc, vraiment, c'est quand même... Il y a une barrière entre l'air qui est à l'intérieur de... Enfin, les raisins s'appellent les alvéoles. Donc, imagine qu'on a un vaisseau sanguin très, très, très fin au-dessus. Donc, là, il y a une petite barrière physique, mais c'est tellement fin que l'oxygène qui est dans le raisin ou alors l'alvéole peut entrer dans les vaisseaux sanguins et le dioxyde de carbone qui est dans le capillaire sanguin peut entrer dans l'alvéole et comme ça, on a l'échange de gaz. Donc, l'oxygène, ça rentre dans le capillaire sanguin. Et le dioxyde de carbone, il sort comme ça lorsque l'on expire. On expire avec le dioxyde de carbone dedans, comme ça on se débarrasse du dioxyde de carbone. Effectivement, je me souviens, on en avait parlé du fait que les vaisseaux sanguins, ils sont très importants dans tout ce qui est amener l'oxygène dans le corps et débarrasser le corps du dioxyde de carbone. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Ce qui est particulier avec les capillaires, les vaisseaux sanguins qui s'appellent les capillaires, c'est qu'ils sont très fins, la membrane est très fine. Donc, c'est tellement fait, c'est une seule cellule. Donc, c'est plusieurs cellules qui sont comme jointes l'une à côté de l'autre, mais l'épaisseur, c'est l'épaisseur d'une cellule. Donc, c'est très fin. Donc, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aller au travers, parce que ce n'est pas vraiment épais. Donc, par exemple, les gaz, comme l'oxygène, le dioxyde de carbone, c'est très facile de diffuser à travers cette petite membrane qu'on appelle la membrane respiratoire.
Et voilà, donc c'est comme ça que le corps, enfin que l'oxygène peut entrer dans le sang. Alors quand on expire, on prend une bonne, on prend, comment dire, voilà, une bonne respiration d'air. Bon, on espère que l'air reste. Si l'air reste, on prend beaucoup d'oxygène, ça passe dans le sang. Et au moment, quand on expire, on rejette tout le dioxyde de carbone qui était dans le corps, que maintenant dont le corps veut se débarrasser parce que c'est pas bon, c'est toxique pour le corps. D'accord. Mais d'où vient le dioxyde de carbone, le CO2? Alors, le CO2, c'est un produit du métabolisme cellulaire. Alors, ce qui se passe dans la cellule, une molécule d'oxygène avec aussi un nutriment, eh bien, à la fin, on aura un autre composé chimique inclus le dioxyde de carbone de l'eau. Donc l'eau aussi, c'est un produit du métabolisme. Okay. Mais, donc, on a l'eau, le dioxyde de carbone et puis d'autres aussi molécules selon ce qu'on avait en tant que substrat, pour commencer. Mais, et de l'ATP aussi. D'accord. De l'ATP, de l'énergie. Voilà. OK. Donc, l'ATP, c'est l'énergie que les cellules utilisent, c'est ça? Enfin, on fait et qu'elles vont utiliser. Voilà. Okay. D'accord. Voilà. Au niveau des mitochondries, les mitochondries utilisent l'oxygène pour pouvoir créer l'ATP. OK. D'accord. Les facteurs de risque des maladies chroniques respiratoires, quels sont-ils? Alors, le premier grand risque qu'on a, c'est le tabac, fumer les cigarettes, alors le tabagisme. Alors, ça, c'est quand même très, très lourd parce qu'on sait que la nicotine, enfin, pas seulement la nicotine, mais il y a aussi d'autres, selon ce que l'on fume, enfin, pas moi, mais en fait, selon ce que les gens fument, il y a différentes substances qui vont polluer les poumons. Donc, à ce moment-là, chaque fois que l'on fume, parce que quand on fume, on expire. Donc, ça rentre dans les poumons et ça pollue les poumons. Mais ça rentre dans les poumons, mais ça rentre aussi... Est-ce que ça va dans le sang? Parce que si on reprend l'exemple de l'alvéole et de l'échange, si ça va à la place de l'oxygène, ça rentre dans le corps et ça se diffuse un peu partout. Ah ben, si ça peut passer à travers la membrane respiratoire, ben ça rentre dans le sang. D'accord. Voilà. Donc, et puis bon, c'est pas. Et puis aussi les poumons, parce que en fait, comme je t'ai expliqué, en fait très, très brièvement, les poumons, imagine que tu as les bronches qui se ramifient en plusieurs petites bronches, et à la fin on a ces sacs. Les sacs alvéolaires, en fait, c'est comme les grappes de raisin. Okay. Donc, imagine que l'air donne tout ça, et bien à la fin, imagine que tu mets de l'air pollué dans ta grappe de raisin. Alors, quand tu regardes, imagine que tes raisins sont transparents. Tu vois l'air qui est pollué, qui rentre dedans. Eh bien, à la fin, attends, je vais prendre un exemple. Si tu as une bougie. Oui. Tu as une bougie, et puis elle est dans un récipient en verre. D'accord? Tu laisses la bougie brûler pendant un moment. À la fin, le verre sera-t-il toujours transparent? Alors, il va commencer à noircir par rapport à la fumée. Je ne pense pas que ça sera toujours transparent. Donc, voilà, on va commencer à voir parce que, bon, quand ça brûle, ça produit une fumée. Et la fumée, ça se dépose sur le verre qui est autour. Donc, c'est un petit peu pareil quand les gens fument. La fumée, ça rentre dans les poumons et ça se... Voilà, ça... Okay. Alors maintenant, les alvéoles, imagine que les alvéoles, c'est un petit peu comme les parois de la bougie. Et bien, sur le verre, et bien, il y aura les dépôts qui vont se faire et ça va polluer les alvéoles aussi. Donc ça veut dire que les poumons d'une personne qui fume sont... beaucoup plus foncés, voire noirs que des poumons sains. Ah oui, ah oui. Enfin, si j'avais les photos, j'aurais pu te montrer. Mais en général, quand on regarde les poumons d'une personne, enfin des poumons sains et des poumons qui ont été pollués après des années de fumée, de cigarettes, quoi que ce soit, eh bien, on voit une grande différence. Les poumons, vraiment, ils sont à l'intérieur, c'est noir. D'accord. OK. Donc, on est en train de parler des facteurs de risque pour une mauvaise santé respiratoire. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les autres facteurs?
Oui. Alors, les autres facteurs, il y a la pollution. La pollution, c'est pas seulement la pollution à l'extérieur. Donc, il y a la pollution à l'extérieur, la pollution externe, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, moi, par exemple, quand je vais dans les grandes villes, quand j'étais étudiante, je vois à Paris, par exemple, et bien à la fin de la journée, quand je me mouchais, si je passais le papier dans mes narines, il y avait des dépôts noirs. Wow. Donc, c'est la pollution. OK. Donc, la pollution externe est vraiment aussi, c'est un très grand facteur. Et Dieu a bien fait les choses parce que dans chaque narine, on a des poils. Et ces poils-là, ils servent, c'est un petit peu comme des filtres. Donc quand on respire la pollution, bon, une partie, quand même, une partie des particules qui polluent l'air, elles vont être attachées sur ces poils. Les poils vont arrêter, l'entrée de ces composés dans les narines pour arriver dans les poumons. Donc, quand même, les poils, ils vont arrêter un taux de pollution, enfin, ils vont un petit peu filtrer l'air pour ne pas vraiment que tous les polluants rentrent dans Mais quand même, il y en a qui vont quand même un petit peu rentrer. Donc, voilà, malheureusement. Donc, ça, c'est la pollution externe. Il y a aussi la pollution interne. Donc, la pollution interne, c'est dans la maison. OK. Alors, là, tu m'intéresses. Alors, disons par exemple, bon, il y a des pays où la cuisine, on fait toujours la cuisine sur le feu, par exemple. Donc, mais ils ont ça à l'intérieur. Donc, le bois brûle, la fumée sort, mais la fumée remplit la maison. Donc, les gens qui sont dans la maison, ils respirent l'air, la fumée qui vient du feu. Donc, ça aussi, c'est une pollution interne parce que la fumée, bon, le bois, bon, c'est pas sain. À long terme, il y a quand même des polluants dans la fumée. Donc, ça rentre, on respire ça. Ça, c'est un problème. Et aussi, pour ceux qui fument, fumer à la maison, ça, c'est pas bon non plus. Parce que les gens qui sont à la maison autour de ceux qui fument, bon, ils ne fument pas, ces personnes ne fument pas d'elles-mêmes, mais la fumée, parce que lorsque quelqu'un fume, ils inspirent, puis après... Oui, et ils rejettent. Voilà, ils rejettent. Et la fumée, c'est la fumée de la cigarette ou alors soit du cigare ou en fait de ceux qui fument. Donc les autres qui sont aux alentours, ils vont inspirer aussi cette fumée. J'ai déjà entendu dire que même, je crois que le nom de ça, c'est le fumage passif. Exactement. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, quand on est autour d'une personne qui fume et qu'on respire cette fumée-là, des fois, ça peut nous faire plus de mal qu'à la personne qui fume elle-même. Est-ce que c'est vrai? Alors, bon, ça dépend de la personne, mais c'est vrai que ça va faire du mal. D'accord. Parce que nous, on ne fume pas, donc on n'est pas... habitué. Voilà, on n'est pas habitué. Mais voilà, donc... c'est pour ça, c'est pour rappeler aux fumeurs, si vous fumez, il ne faut pas fumer autour des gens. Il vaut mieux aller fumer dehors ou quelque part, peut-être autour des autres fumeurs, mais les personnes qui ne fument pas, il vaut mieux les préserver de la fumée qui est produite. Voilà. Il y a aussi les allergènes. Les allergènes aussi, ce sont des facteurs de risque. Par exemple, une des maladies respiratoires, c'est l'asthme. L'asthme, en grande partie, c'est quelque chose qu'il y a dans l'air et ça cause une inflammation au niveau des bronches. Et puis voilà, ça commence à irriter et puis bon, là, ça commence à vraiment devenir inflammatoire. Et puis bon, il y a une réaction d'allergie, forte, assez forte. Je vois, par exemple, quand moi j'étais jeune, j'avais de l'asthme. Et c'était très mauvais, très, très, très mauvais. C'était dur. Ah oui, c'était dur. Et toutes les semaines, je me rappelle, il fallait que j'aille à l'hôpital pour avoir une injection. Bon, je suppose que c'était des stéroïdes qu'ils me donnaient pour pouvoir un petit peu calmer l'asthme, mais c'était très, très, très mauvais. Et on s'est rendu compte que l'asthme que j'avais était dû au nickel. Parce que là où je vivais, il y avait beaucoup de mines de nickel et le nickel la poussière du nickel était dans l'air. D'accord. Et bon, j'étais petite, je respirais et j'avais une réaction très forte
au nickel qui était dans l'air et ça a causé l'asthme. Et dès que je quittais mon pays pour aller visiter autre part, j'avais plus d'asthme. Tout d'un coup? Tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Et dès que je rentrais à la maison, au pays, l'asthme recommençait tout de suite. D'accord. Donc, à ce moment-là, mes parents se sont dit, bon, il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était dû à la poussière du nickel. Donc les allergènes aussi, il y a aussi dans l'air. Et puis, le dernier risque, je pense, qui est très important, c'est, par exemple, selon les métiers, il y a des gens qui sont exposés aussi à de la poussière ou alors des ouvriers, voilà, par les exemple. ouvriers, voilà, qui travaillent dans des mines ou même d'autres choses. Bon, c'est pas seulement la poussière, il y a aussi des composants chimiques que si on respire, que ça va nous faire du mal. Donc si quelqu'un travaille dans ces conditions, il respire ce genre de produits chimiques à longue durée, ils vont aussi développer des maladies respiratoires chroniques. D'accord. J'ai une autre question qui m'est venue à l'esprit. Quand on respire et qu'on a l'impression que l'air il va du mauvais côté, on a l'impression de s'étouffer, qu'est-ce qui se passe? Quand tu bois ou alors quand tu manges quelque chose? Les deux. Ok, allons partir sur quelque chose de simple. Quand on boit de l'eau et d'un coup on se met à tousser parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas bien passé. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la fausse route. Ok. C'est-à-dire que au lieu, parce que la manière dont le corps est fait, alors on a, bon, je vais être très très simple. On a deux tubes. On a à partir de la gorge, il y a un tube qui va dans l'estomac, c'est l'œsophage. Il y a le tube qui va dans les poumons, dans les bronches, c'est la trachée. Okay. Donc, mais comment dire ça? Alors, quand on a comme une petite extension de tissu que l'on a dans la gorge, ça s'appelle l'épiglotte. Okay. Donc, par exemple, quand on respire, le corps est fait de manière que lorsqu'on respire, que l'épiglotte ferme le tube, l'œsophage, pour que l'air rentre dans la trachée. Okay. Maintenant, quand on boit, parce que bon, le corps ne veut pas qu'il y ait de liquide ou voilà, de l'eau ou alors de la nourriture dans les poumons. Donc, l'épiglotte va, alors quand on boit ou alors que l'on mange quelque chose, il y a le processus de déglutition. Donc, l'épiglotte va fermer la trachée pour ne pas que le liquide, le liquide ou alors l'eau ou alors la nourriture rentre dans la trachée. Bon, mais ce processus de déglutition est très complexe. C'est un système de réaction où il y a des réflexes, où il y a un système nerveux qui est très, très, très présent. Et c'est-à-dire que lorsqu'il y a une présence, sensation de quelque chose qui traverse au niveau du larynx, de la gorge, qui est soit de l'eau, un liquide ou alors à manger, automatiquement, le réflexe, c'est que l'épiglotte ferme la trachée pour que ça rentre dans l'œsophage. Maintenant, s'il y a un problème au niveau soit que le cerveau ne perçoit pas les sensations, qui va dire à l'épiglotte de fermer la trachée, bon, à ce moment-là, on va faire fausse route. Okay. Et puis, des fois aussi, la coordination, parce que des fois, ça m'arrive aussi, je veux avaler, et puis, il y a comme un petit peu, comme un petit délai. Et puis, à ce moment-là, l'épiglotte, elle ne peut pas répondre assez vite. Et puis, ça rentre dans la trachée. Et, alors, une fois que ça rentre dans la trachée, on a ce qu'on appelle le réflexe de la toux. OK. Alors, dès que ça rentre, d'en avoir plus. À l'intérieur. Okay. Voilà. Donc, dès que ça rentre, il y a aussi un système de capteurs sensoriels. Donc, ça va déclencher immédiatement le réflexe de la toux. Donc, il y aura un message qui va aller à l'hypothalamus, au centre de la toux, qui va dire « Hey, il y a quelque chose dans la trachée, il faut expulser. Okay. » Donc, l'hypothalamus va envoyer une réponse. Et automatiquement, ça va affecter les voies respiratoires, dont le diaphragme, qui va se contracter pour expulser. Donc, on va commencer à tousser. Okay.
Et la toux, c'est le réflexe pour pouvoir expulser ce qui est dans la trachée pour ne pas qu'il y ait plus, ou alors pour ne pas qu'il y ait de blocage au niveau de la trachée. Voilà. Donc, c'est pour ça, quand ça fait fausse route, automatiquement, ça déclenche le réflexe de la toux. Donc, on a au final pas d'eau dans les poumons grâce à notre corps et à tous les réflexes qu'on a. Voilà, voilà. Donc, merci Seigneur qu'on n'en ait pas, parce que je sais que ça aurait été problématique. Ah oui. En fait, ça m'est déjà arrivé d'avoir de l'eau qui entre de la trachée. Ah ben, j'ai bien toussé. Hein. C'est sûr. Voilà. Sûr. Donc, est-ce que tu peux nous donner un autre exemple de maladie, peut-être chronique, autre que l'asthme? OK. Donc, attends, qu'est-ce que je... on peut avoir aussi les fibroses pulmonaires. Fibrose pulmonaire, c'est la destruction des tissus. OK. Donc, dans les poumons, maintenir l'intégrité des tissus, c'est très important parce que, comme j'ai expliqué, la fonction primaire du système respiratoire, c'est l'échange des gaz. Et ça se fait au niveau des alvéoles. Donc, on a l'échange, l'oxygène rentre dans le sang, dans les capillaires, et le dioxyde de carbone rentre dans les alvéoles. Donc, maintenant, imagine que mon tissu pulmonaire, il est abîmé, il se détériore. Ah ben là, ça va compromettre l'échange des gaz, et puis aussi l'intégrité des poumons. Le tissu va perdre ses propriétés, ses fonctions, parce que comme on a vu au préalable, dans chaque tissu, il y a des cellules. Oui. Et les cellules ont des fonctions, donc elles sont faites de certaine manière. Donc l'anatomie est faite pour pouvoir avoir une fonction, ce qui est la physiologie. Okay. Donc, si mon tissu est endommagé et détruit, les cellules vont perdre leur fonction, donc la physiologie est atteinte et le système respiratoire ne pourra plus faire ce qu'il doit faire. Donc, les échanges vont être compromis et puis aussi, à ce moment-là, si l'oxygène si un problème au niveau de l'oxygène, eh bien, à ce moment-là, ça va aussi avoir une répercussion sur la personne, son fonctionnement, son bien-être, parce que les cellules n'auront pas assez d'oxygène, elles ne pourront pas produire assez d'énergie. Donc, tout ça, comme on dit, ça va faire une boule de neige et ça va faire un problème. D'accord. Voilà. Donc, les mitochondries, tu as dit que c'est ce qui permet à la cellule de pouvoir fabriquer l'ATP. Oui. Et qui permet donc à la cellule d'utiliser l'énergie qu'elle aura produite pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Voilà, oui. L'ATP, c'est une réaction? C'est une molécule d'énergie. D'accord. Et elle résulte de... C'est quoi son... comment elle est créée? Alors, c'est avec le glucose. Donc on commence avec il faut de l'oxygène. Oui. Donc, l'oxygène rentre dans les mitochondries. Alors, il y aura la réaction respiratoire dans les mitochondries en utilisant l'oxygène. Donc, l'oxygène rentre, il y a le glucose et ça va être utilisé pour pouvoir faire d'autres molécules, de l'eau, du dioxyde de carbone et aussi de l'ATP. Donc, l'ATP sera utilisé pour plusieurs fonctions. Une fonction très, très simple, c'est la contraction musculaire, par exemple. D'accord. Donc, par exemple, pour commencer une contraction musculaire, entre la myosine et l'actine, ce sont les fibres musculaires à l'échelle moléculaire. Donc, il faut une molécule d'ATP. Et une fois que la molécule d'ATP est utilisée, ça va libérer de l'énergie qui va pouvoir permettre ces réactions moléculaires, la myosine et l'actine, tout ça pour pouvoir avoir la contraction musculaire. Donc, l'ATP est utilisé partout dans le corps. Contraction musculaire, par exemple, on bouge. Là, je bouge mes mains. Mais oui, mais là, je brûle beaucoup d'ATP. Donc, Dieu merci, je peux respirer. Donc, je peux avoir assez d'oxygène qui rentre pour pouvoir, qui va arriver dans mes mitochondries. Et j'ai mangé ce matin. Donc,
Dieu merci, j'ai du glucose dans le sang. Donc, mes cellules pourront prendre le glucose, pourront prendre l'oxygène et fabriquer l'ATP dans les mitochondries. Et puis, comme ça, bon, je peux bouger, je peux rire, mon cerveau peut fonctionner, je peux parler. Donc, tout se passe normalement. Voilà. Mais voilà, l'ATP dans le corps, c'est primordial pour l'énergie. Dans chaque réaction cellulaire, il y aura de l'ATP. Et la fonction aussi, dans les mitochondries aussi, l'une des fonctions des mitochondries, c'est de faire de l'ATP à partir du glucose. Et c'est la meilleure... c'est la voie oxydative parce qu'on utilise de l'oxygène. Donc, on a un plus grand rendement au niveau des molécules d'ATP qui sont produites. Maintenant, on peut aussi faire de l'ATP d'une autre manière, par la fermentation. Mais on produit de l'acide lactique et ça, c'est pas trop bon. Et puis, il y a aussi moins de molécules d'ATP qui sont faites. Donc, la meilleure manière de produire l'ATP dans le corps, c'est en utilisant le glucose et la voie, respiratoire avec l'oxygène, la voie oxydative avec l'oxygène que l'on respire. D'accord. J'ai aussi entendu dire que le système respiratoire est lié au cœur parce que non seulement on va aller oxygéner le sang, mais tu sais, quand on a une situation stressante qui arrive et on nous dit de prendre de longues respirations, est-ce que c'est vraiment parce qu'on rapporte plus d'oxygène que tout ça calme le corps et tout ça? Est-ce que c'est lié à ça? Des fois, quand on est stressé, on n'arrive pas à bien respirer, donc on accumule du dioxyde de carbone dans le sang. Et puis, bon, des fois, on n'arrive pas aussi à prendre de bonnes inspirations. Donc, dans ces cas-là, on accumule plus de dioxyde de carbone dans le sang et le corps est très sensible. Enfin, il est très, comment dire ça? Il veut vraiment mesurer les choses qui peuvent causer des problèmes. Donc, dans notre cas, c'est le dioxyde de carbone. L'oxygène, ça va, parce que c'est bon pour le corps. Bon, trop, c'est pas bon non plus. Mais le problème, vraiment, c'est d'avoir trop de dioxyde de carbone dans le sang. Donc, le corps, on a des capteurs partout, enfin, à différents endroits, dans les artères, enfin, plusieurs endroits, qui vont mesurer le taux de dioxyde de carbone dans le sang. Donc, quand ça commence à être élevé, ou alors le pH du sang devient plutôt acide, ben à ce moment-là, ça va envoyer des messages dans le cerveau pour dire hey, on est en train d'avoir trop de dioxyde de carbone parce qu'on est hors de l'homéostasie. Oui, voilà. De l'équilibre parfait. Voilà. Donc, à ce moment-là, il y aura la réponse du corps, c'est OK, on va respirer mieux, donc prendre de plus profondes inspirations pour pouvoir prendre plus d'oxygène et relâcher beaucoup plus de dioxyde de carbone. D'accord. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que ça va aider. OK. Je veux remercier tous ceux qui nous regardent. Merci pour vos questions, votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions à l'adresse 3abnfrançais@3abn.org. On vous attend dans la prochaine émission. Que je vous bénisse, que je vous garde et vous aide à pouvoir mettre en pratique tous les conseils qu'on vous donne. Et franchement, nous savons que ça va vous fortifier. Que je vous garde et à la prochaine fois. Au revoir.